Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale Parcours international option français. Dans notre séance de révision de la deuxième chapitre de notre cours de troisième année internationale concernant les réponses immunitaires. On commence d'abord par la définition. Lorsqu'on parle des réponses immunitaires, c'est quoi la réponse immunitaire? Commençons par la réponse immunitaire non spécifique ou bien naturelle. Donc, comme révision de ce que vous avez déjà vu concernant la réponse immunitaire non spécifique, c'est une réponse unie ou non spécifique et une réponse opérationnelle dès la naissance. Il ne nécessite aucun apprentissage, il est mobilisé immédiatement et sans distinction contre tout type de micro-organismes pathogènes, ça veut dire contre tout type des antigènes, c'est-à-dire après la pénétration des micro-organismes dans le corps, il y a l'apparition d'une réponse immunitaire non spécifique et qu'on va voir les caractéristiques de ces réponses immunitaires et leur mécanisme après. Avant la pénétration des micro-organismes dans le corps, vous avez déjà vu les barrières naturelles. Et comme vous avez déjà vu, lorsqu'on parle des barrières naturelles, sont divisées en deux types. Il y a des barrières qui sont chimiques, qui sont constituées par les liquides sécrétés dans le corps, les larmes, la sueur, les sucs gastriques, etc. Et ces barrières chimiques, elles détruisent les micro-organismes, que ce soit par leur acidité ou bien leur salinité. Aussi, il y a des barrières qui sont des barrières mécaniques, qui sont formées par la peau, les muqueuses, etc. Et ces barrières, elles empêchent la pénétration des micro-organismes dans le corps. Mais en cas de la rupture ou bien d'une blessure ou bien d'une pénétration, il y a la pénétration des micro-organismes dans notre corps, suite, comme vous voyez dans l'image, suite à une blessure ou bien à une piqûre, il y a les barrières naturelles sont franchies, il y a la pénétration des micro-organismes dans le corps. Donc, dans ce cas, comment notre organisme il réagit? Et c'est ce qu'on va voir, ce qu'on appelle la réponse inflammatoire ou bien la réaction inflammatoire locale. Bien sûr, après la pénétration des micro-organismes dans le corps, il arrive parfois que l'on se blesse. Les lésions peuvent être liées d'entrée des micro-organismes pathogènes dans le corps. Plusieurs symptômes apparaissent. Donc, lorsqu'il y a l'apparition de plusieurs symptômes après une blessure ou bien une piqûre, etc., ça veut dire que ce sont les signes d'une réaction inflammatoire qui se caractérise par, on a dit que ici, comme vous voyez, le document montre la réaction inflammatoire ou comment le corps réagit pendant la réaction inflammatoire. Dans cette zone-là, on a des micro-organismes, bien sûr, qui sont pénétrés dans le corps à travers la blessure. Pour les composants l'épiderme et l'oderme, ce sont les composants de la peau. On a des globules blancs, ici les globules blancs polynucléaires. On observe que ces globules blancs, ils quittent le vaisseau sanguin, ils se dirigent vers les micro-organismes. Et les globules rouges, bien sûr, elles restent dans le vaisseau sanguin. Dans ce cas-là, lorsqu'on trouve lors de la blessure des globules blancs, des micro-organismes pathogènes, des bactéries, etc., ça veut dire qu'il y a une réaction inflammatoire. Donc, pour les caractéristiques de la réaction inflammatoire ou bien les symptômes de la réaction inflammatoire et les signes d'une réaction inflammatoire qui montrent qu'il y a la pénétration des micro-organismes dans le corps, il y a la rougeur locale de la zone lésée, il y a l'augmentation de la température localement, il y a un gonflement et la douleur qui est due à l'excitation des vaisseaux, des nerfs au niveau de la blessure. Et ce qui concerne le mécanisme de la réponse immunitaire inflammatoire, cette réponse immunitaire inflammatoire, elle se fait en deux mécanismes. Premièrement, on parle de la diapidèse, ça veut dire lorsque les globules blancs ils quittent le vaisseau sanguin, ils se dirigent vers le foyer d'infection. C'est ce qu'on appelle la diapidèse, ça veut dire la sortie des globules blancs depuis le vaisseau sanguin. Après la diapidèse, il y a le deuxième mécanisme qui est la phagocytose. Et lorsqu'on parle de la phagocytose, c'est un mécanisme qui conduit à la destruction des micro-organismes et qui se déroule en 4 étapes. Et pour les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire ou bien la réaction inflammatoire, elle se déroule, comme on a dit, en 2 étapes, bien en 2 mécanismes, commençant par la diapidèse. Et lorsqu'on parle de la diapidèse, on parle de la sortie des globules blancs depuis le vaisseau sanguin. Elle se dirige vers le foyer d'infection. Ça veut dire lorsque les globules blancs, ils quittent les globules blancs, bien sûr, polynucléaires ou bien qu'on appelle les phagocytes. Lorsqu'ils quittent le vaisseau sanguin, elle se dirige vers le foyer d'infection. C'est ce qu'on appelle la diapidèse. Bien sûr, elle se dirige vers le foyer d'infection pour détruire les micro-organismes et la destruction des micro-organismes se fait par la phagocytose. Et la phagocytose, elle se fait en 4 étapes. Donc, en commençant par l'étape 1 qui est l'adhésion, la fixation et des bactéries bien sûr sur les globules blancs polynucléaires. Après, il y a l'ingestion des bactéries par les globules blancs polynucléaires ou bien par les phagocytes
il y a la formation de ce qu'on appelle les pseudopodes pour faire l'ingestion de la bactérie. La troisième étape, c'est la digestion et la dégradation des bactéries par des enzymes qui se trouvent au niveau de les vésicules à enzymes. Il y a la dégradation et la digestion des bactéries. Et finalement, après la digestion des bactéries, on parle de rejet des déchets ou bien le rejet des restes des bactéries. Donc, comme on a déjà dit que la phagocytose elle se déroule en 4 étapes. On a d'abord l'adhésion et la fixation, l'ingestion, la digestion et le rejet de déchets ou bien de débris. Bien sûr, le rejet de déchets ou bien de débris, il se fait lorsque la phagocytose est réussite, ça veut dire qu'elle arrive à détruire les micro-organismes. S'il n'arrive pas à détruire les micro-organismes, ici on va voir qu'il y a un deuxième type de réponse immunitaire qui va intervenir, qui est la réponse immunitaire spécifique ou bien acquise. Donc, comme conclusion de ce qu'on a vu concernant la réponse immunitaire naturelle, elle se caractérise par des caractéristiques. Elle est immédiate ou bien rapide, ça veut dire qu'elle intervient rapidement après la pénétration des micro-organismes dans le corps et rapidement après l'infection microbienne. Elle est non spécifique, elle se dirige contre tout type de micro-organismes sans distinction. Elle est innée ou bien naturelle, ça veut dire qu'elle est une réponse qui est opérationnelle, qui existe depuis la naissance. Et finalement, elle est sans mémoire immunitaire, ça veut dire c'est une réaction qui se fait sans mémoire immunitaire. Et donc, on passe à la deuxième type de réponse immunitaire qui est la réponse immunitaire spécifique ou bien acquise. On a dit qu'il est mise en jeu lors de l'échec de la réponse immunitaire qui est naturelle. Donc, une réponse immunitaire acquise ou spécifique, elle ne met en place qu'après la rencontre avec l'antigène. Acquise, bien sûr, cette immunité plus efficace, elle est plus efficace que l'immunité naturelle, se dirige d'une manière spécifique contre l'antigène rencontré, mais ils n'interviennent après l'immunité innée. Ça veut dire qu'ils interviennent après l'échec de l'immunité naturelle ou bien innée. Ils se dirigent spécifiquement contre un seul type de micro-organisme, contre l'immunité qui est naturelle, qui se dirige contre tout type de micro-organismes. Et pour la réponse immunitaire spécifique ou bien acquise, on distingue deux types. On va voir la réponse immunitaire à voie hémorale et la réponse immunitaire à voie cellulaire et la différence entre les deux. Commençons par la réponse immunitaire à médiation hémorale ou bien la réponse immunitaire à voie hémorale. On commence par des expériences, c'est-à-dire on trouve dans les exercices des expériences à analyser, à expliquer le résultat, etc. Donc pour la première expérience, on a l'injection de liquide physiologique. Après 24 heures, on a fait l'injection de la toxine tétanique et on observe qu'il y a la mort de la souris par le tétanos. Donc ici on dit qu'il y a la mort de la souris car la souris n'est pas immunisée contre le tétanos et car le bacille tétanique ou bien la toxine tétanique est une bactérie qui est pathogène et mortelle. La deuxième expérience pour lapin B, on a fait l'injection d'anatoxine tétanique et après 24 heures on a fait l'injection de toxine tétanique et on observe que le lapin a servi. C'est-à-dire ici que l'anatoxine a immunisé a immunisé le lapin. Donc pour l'anatoxine d'abord est une molécule dérivée d'une toxine de micro-organisme caractérisée par la perte de ses propriétés toxiques tout en ayant conservé sa propriété et ses structures immunisantes. Ça veut dire l'anatoxine, ce sont des molécules qui sont perdues les propriétés pathogènes, mais elles gardent les propriétés de déclencher une réponse immunitaire. Donc après l'injection de l'anatoxine et l'injection de toxine tétanique, on observe la survie de lapin, c'est-à-dire que l'anatoxine a immunisé le lapin contre le tétanos. Pour d'autres expériences, ici on a fait l'injection d'anatoxine tétanique. Après prélèvement du sang d'une souris après 15 jours, ça veut dire le lapin qui est immunisé. Et après, on fait la distraction, bien prélèvement du sang. On prend le sérum de lapin 1 qui est déjà guéri de tétanos et qui est immunisé. Et on fait l'injection à un autre lapin qui est le lapin C. Après 24 heures, on fait l'injection de toxine tétanique avec une dose bien sûr mortelle. Même si on observe la survie des lapins C. C'est-à-dire ici que le sérum provenant de lapin qui est guéri de tétanos et qui est déjà immunisé a immunisé le lapin C contre le tétanos car le sérum provenant de lapin A qui est guéri de tétanos et qui est immunisé, il contient des anticorps spécifiques qui jouent le rôle qui détruisent ou bien qui neutralisent les antigènes. C'est pour cela qu'il y a l'immunisation de la lapin C. Et pour la dernière expérience, on a fait l'injection de sérum de lapin A à un autre lapin qui est D. Après 24 heures, on fait l'injection de toxine diphtérique. Toxine diphtérique, il est dérivé du bacille diphtérique. Elle cause la maladie de la diphtérie, c'est-à-dire une autre maladie, pas le tétanos. On observe la mort de lapin D car les lapins D sont immunisés par le sérum de lapin A
qui est guéri de tétanos et non pas de la diphtérie. C'est-à-dire ici que l'immunité, elle est spécifique, elle se dirige contre un seul type de micro-organismes et les anticorps sont spécifiques. On passe à un autre exercice concernant les résultats d'analyse médicale. Donc, une personne qui est atteinte de tétanos, on a fait le prélèvement du sang et on observe que dans le sang de cette personne, il y a la présence de la toxine tétanique dans le sang, ce qui est une substance toxique sécrétée par les bacilles tétaniques, et aussi l'apparition de molécules protéiniques appelées les anticorps dans le sang. Donc la toxine tétanique, elle représente un antigène, c'est-à-dire une substance qui est étrangère de l'organisme, et les anticorps, ce sont des molécules protéiniques sous forme de Y qui sont sécrétées dans le sang par les lymphocytes B. Donc ici, on a dit que dans l'exercice, la courbe ci-dessous représente l'évolution de la quantité de ces substances dans le sang, c'est-à-dire de la toxine et des anticorps, que représente la toxine tétanique pour le corps de la personne atteinte. Donc ici, la toxine tétanique ou bien les bacilles tétaniques, elles représentent un antigène, ça veut dire une substance qui est étrangère à l'organisme. Pour la deuxième question, analyser l'évolution de la quantité de la toxine tétanique en fonction du temps. Lorsqu'on observe l'évolution de la quantité de la toxine tétanique dans le sang, on observe qu'après l'infection par les bacilles tétaniques, que la quantité de la toxine il commence à augmenter jusqu'à peu près la 5e ou bien la 6e journée où la quantité commence à diminuer. Donc ici, quand dès le premier jour de l'infection, il y a l'augmentation de la quantité de bacilles tétaniques jusqu'au 6e jour, à partir desquels la quantité de bacilles tétaniques commence à diminuer. Et la troisième question, vous avez interprété la diminution de la quantité de la toxine tétanique à partir de la 6e journée. Ici, on observe qu'à partir de la 6e journée, il y a la diminution de la quantité de la toxine tétanique. En même temps, on observe que le corps, à partir de la 5e et la 6e journée, il commence à produire des anticorps anti-tétaniques. Ça veut dire que les anticorps, ils neutralisent l'antigène. C'est pour cela qu'il y a la diminution de la quantité de la toxine tétanique. Donc la diminution de la quantité de la toxine tétanique est due à l'apparition d'anticorps anti-tétaniques, bien sûr, comme on a déjà dit, qui neutralisent les antigènes. Et la dernière question, qu'appelle-t-on la production des anticorps par le corps de la personne atteinte? Bien sûr, la production des anticorps ici, c'est une réponse immunitaire qui est spécifique, car les antigènes, les anticorps plutôt, ils se dirigent d'une manière spécifique contre les micro-organismes. Donc, comme on a déjà dit, la production d'anticorps par le corps est une réponse immunitaire qui est spécifique. Un autre exercice concernant ce que vous avez déjà vu, la mémoire immunitaire, et on va voir c'est quoi la mémoire immunitaire. Donc, vous avez la courbe ici qui représente la variation des taux d'anticorps dans le sang lors de 2 contacts successifs avec le même antigène. Ça veut dire qu'il y a 2 contacts avec le même antigène. Le premier contact avec l'antigène et on a la deuxième contact avec l'antigène. Comparez la réponse immunitaire après un premier contact avec l'antigène à celle du deuxième contact avec le même antigène. On observe qu'après la réponse primaire, ou bien le premier contact avec l'antigène, la quantité des antigènes produites elle est faible. Après, la réponse elle est lente. Ça veut dire à peu près une semaine, le corps commence à produire des anticorps. Par contre, après le deuxième contact avec le même antigène, on observe que la quantité des antigènes elle est très importante. Et la réponse, elle est très rapide, presque dans la même journée. Donc ici, qu'on dit qu'après la deuxième injection, la fabrication des anticorps est importante, presque la même journée de la deuxième infection, avec un taux qui est très élevé. Montrez ici pourquoi certaines maladies ne s'attrapent qu'une seule fois, malgré le contact en permanent avec l'antigène. Donc ici, cela est explicable par la présence d'une mémoire immunitaire. Cette dernière permet une réponse immunitaire plus efficace, ça veut dire plus performante, lors de la seconde infection par le même antigène. Ça veut dire lors de la deuxième contact avec le même antigène, il y a une mémoire immunitaire, ça veut dire qui rend le système immunitaire plus efficace. Et présence, comme on a dit, d'une mémoire immunitaire, cette dernière permet une réponse immunitaire plus performante et plus efficace lors d'un second contact avec le même antigène. Pour la définition de la mémoire immunitaire, lorsqu'on parle de la mémoire immunitaire, c'est la capacité du système immunitaire à reconnaître rapidement et spécifiquement un antigène que le corps a déjà rencontré et à déclencher une réponse immunitaire correspondante. Ça veut dire que lorsqu'on a une mémoire immunitaire, soit lorsqu'on attrape la maladie pour la première fois et on se guérit des maladies, soit après la vaccination, donc on a une mémoire immunitaire
qui rend notre système immunitaire plus efficace et plus performant lors d'un deuxième contact avec le même antigène. Et le corps, il produit des anticorps d'une quantité très élevée en comparant avec le premier contact. Donc, lorsqu'on parle ici de la mémoire immunitaire, on observe qu'après le premier contact avec l'antigène, il y a bien sûr l'activation des lymphocytes B, et ces derniers se transforment en d'autres cellules qu'on appelle les plasmocytes, qui produisent des anticorps. Et aussi, il y a des lymphocytes B qui restent mémoire. Lors d'un deuxième contact avec le même antigène, il y a l'activation et la sensibilisation des lymphocytes B qui se multiplient, se différencient aussi, elles produisent des anticorps. Et aussi dans ce cas-là, il y a des lymphocytes B qui restent mémoire dans notre organisme. Donc ici, lorsqu'on parle de la neutralisation de l'anticorps par l'antigène, on va voir comment il y a la reconnaissance de l'antigène et production des anticorps par les lymphocytes B. Donc ici, comme on a déjà dit, après l'échec de la réponse immunitaire qui est naturelle, il y a l'activation et la sensibilisation des lymphocytes. Donc les lymphocytes B, après leur activation et la sensibilisation, ils se multiplient, elles se différencient et se transforment en des plasmocytes, et ces dernières, elles produisent des anticorps qui sont spécifiques. Donc les lymphocytes B sont activés et sensibilisés et reconnaissent l'antigène, puis se transforment en plasmocytes qui sécrètent des anticorps spécifiques qui circulent dans le sang et la lymphe. Donc c'est une réponse immunitaire spécifique à voie humorale. Lorsque la réponse immunitaire se fait par les anticorps et par les lymphocytes B, on parle de la réponse immunitaire qui est hémorale. Pour le rôle des anticorps, comment les anticorps neutralisent les antigènes? Donc on a dit qu'il y a la production des anticorps par les lymphocytes B. Après la production des anticorps, elles se fixent sur l'antigène. Elles forment ce qu'on appelle un complexe humide ou bien association antigène-anticorps qui neutralise l'antigène et qui facilite leur digestion après et leur destruction par les phagocytes. Donc on a ici un complexe humide qui se forme par l'association anticorps-antigène. Et le complexe humide, il y a la neutralisation de l'antigène et facilite après le travail de les phagocytes pour détruire l'antigène. Et comme conclusion, pour la réponse immunitaire spécifique, la réponse immunitaire à médiation hémorale est caractérisée par la réponse immunitaire, elle est spécifique car elle se dirige contre un seul type de micro-organisme. Elle est acquise, ça veut dire on acquiert une réponse immunitaire soit après qu'on attrape la maladie pour la première fois ou soit par vaccination. Réponse immunitaire tardive, c'est-à-dire elle intervient après la réponse immunitaire naturelle. Elle se caractérise par la présence de la mémoire immunitaire. Elle reconnaît rapidement l'antigène qu'elle a déjà rencontré. Et bien sûr, dès qu'on parle de la réponse humorale, fait intervenir des lymphocytes B qui sécrètent des anticorps participant dans l'élimination de l'antigène. Elle participe dans l'élimination de l'antigène par phagocytose après. Donc, le deuxième type de la réponse immunitaire spécifique, c'est la réponse immunitaire qui est à médiation cellulaire. Et pour cette réponse immunitaire, on va voir un exercice qui est fait par le médecin allemand Albert Koch. Donc ici, on va voir quelles sont les caractéristiques de cette réponse immunitaire. Premièrement, expliquer les résultats de chaque expérience. Donc l'expérience 1, l'expérience 1, on a pris une souris qui est saine. Après 30 jours, on a fait l'injection des BK, c'est-à-dire les bacilles de Koch, et on observe la mort de la souris S1. La mort de la souris S1 car les bacilles de Koch sont pathogènes et mortels et car la souris S1 n'est pas immunisée contre les bacilles de Koch qui provoquent la tuberculose. Ce sont des bacilles qui provoquent la tuberculose. Après la deuxième, pour la souris S2, on a fait l'injection de PCG qui est un vaccin. 30 jours plus tard, on a fait l'injection des BK. Et on observe que la souris S2 est servie. Donc ici, on dit que le vaccin PCG a immunisé la souris S2 contre les BK et contre la tuberculose. Pour la troisième expérience, la souris S3, on a fait l'injection de PCG. Après, on fait le retrait de sérum de la souris S3, après 30 jours bien sûr. Plus tard, on fait l'injection de sérum provenant de souris S3 qui est déjà guérie de la tuberculose. On fait l'injection pour un autre souris qui est S4 et on observe qu'il y a la mort de la souris S4 par la tuberculose. Donc ici, dès qu'il y a la mort de la souris par la tuberculose, même si le sérum il contient des anticorps, c'est-à-dire que l'immunité aussi ici contre la tuberculose et contre les BK ne se fait pas par les anticorps plutôt, et ne se fait pas par le sérum qui contient des anticorps. Donc l'immunité ici n'est pas humorale.
Pour la dernière expérience, la souris S5, on a fait l'injection de PCG. Après 30 jours, on a fait l'injection des lymphocytes, le retrait bien sûr des lymphocytes des souris S5, et on a fait l'injection des lymphocytes de S5, c'est-à-dire les lymphocytes T, pour un autre souris qui est S6, et on observe ici la survie de la souris S6. C'est-à-dire ici que l'immunité, les lymphocytes T provenant de souris qui est guérie de la tuberculose, a immunisé la souris S6 contre la tuberculose. Donc ici, l'immunité contre la tuberculose se fait par les lymphocytes T et non pas par les lymphocytes P qui produisent des anticorps. Donc l'immunité qui se dirige contre les bacilles de corps, c'est l'immunité spécifique à voie cellulaire et non pas l'immunité à voie hémorale. Donc en clair, le type de la voie immunitaire, on a déjà dit ça, que la réponse immunitaire qui se dirige contre les bacilles de corps ou bien contre la tuberculose, c'est une réponse immunitaire qui est spécifique à voie cellulaire, car se fait par les lymphocytes T et non pas par le sérum qui contient des anticorps. Et lorsqu'on a parlé de la réponse immunitaire à voie cellulaire, bien sûr, on va voir le mode d'action, bien le mode d'action des lymphocytes T tueurs, c'est-à-dire les lymphocytes T8. Donc ici, après la reconnaissance de l'agent pathogène, plutôt cellules infectées par les virus, cellules cancéreuses, etc., les lymphocytes T se transforment en lymphocytes T cytotoxiques ou bien T8 tueurs. Cette dernière sécrète des substances toxiques, c'est-à-dire des substances perforantes, et ces substances perforantes, elles détruisent directement l'antigène par ce qu'on appelle la cytotoxicité. Ça veut dire qu'elles produisent des substances toxiques, et ces substances toxiques, elles détruisent directement l'antigène par la cytotoxicité sans intervention des anticorps, etc. Donc ici, c'est la réponse immunitaire qui est à voie cellulaire. Comme on a ici, on a la lymphocyte T, on a des cellules infectées, soit des cellules infectées par des virus, etc. Après, les lymphocytes T, elles se fixent sur les cellules infectées, elles produisent des substances toxiques et ces derniers, elles détruisent l'antigène directement par ce qu'on appelle la cytotoxicité à travers des substances qui sont toxiques. Et pour les caractéristiques de la réponse immunitaire spécifique à voie cellulaire, pour les autres caractéristiques sont les mêmes. C'est une réponse immunitaire qui est spécifique et se dirige contre un seul type de micro-organisme, qui est acquise, qui est tardive, présence de la mémoire immunitaire aussi. La différence qui existe, la réponse immunitaire à voie cellulaire, il se fait intervenir des lymphocytes T ou bien des lymphocytes T8 tueurs qui éliminent les cellules infectées par ce qu'on appelle la cytotoxicité. Et on passe à ce qu'on appelle la coopération cellulaire. Et lorsqu'on parle ici de la coopération cellulaire, on va voir les expériences de Mosier. Ces expériences sont faites pour savoir est-ce qu'il existe une relation entre les cellules immunitaires ou bien non. Donc, Mosier a pris trois milieux de culture. Dans le milieu A, il a fait les lymphocytes B, T et l'antigène GRM sans phagocytes. Ici, lorsqu'on parle des antigènes GRM, ce sont des globules rouges d'un mouton et sont considérés pour les rats comme un antigène. Donc ici, dans le milieu 1, il n'y a pas de phagocytes. On observe qu'il n'y a pas de production des anticorps. Dans le milieu 2, il y a la présence des phagocytes, des lymphocytes B, T et l'antigène. On observe qu'il y a la production des anticorps contre GRM. Et dans le milieu 3, présence des phagocytes, absence des lymphocytes B, T et présence de l'antigène anti-GRM. On observe qu'il n'y a pas de production d'anticorps contre le GRM. Donc ici, pour qu'il y ait la production des anticorps, il faut qu'il y ait une coopération entre les différentes cellules immunitaires. La production dans le milieu 2 est due à la présence des phagocytes, des lymphocytes T, des lymphocytes B, des macrophages aussi, en plus de l'antigène. Donc pour qu'il y ait production des anticorps, il y a une coopération cellulaire entre les différentes cellules immunitaires. Lorsque les phagocytes n'arrivent pas à détruire l'antigène, elle fait l'activation des lymphocytes T. Et les lymphocytes T, à leur tour, lymphocyte T4 plutôt, elle active les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc ici, pour détruire l'antigène et pour produire des anticorps, il y a la coopération entre les différentes cellules immunitaires. Donc la réponse immunitaire nécessite une coopération entre les macrophages, les phagocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la coopération cellulaire ou le schéma montrant la coopération cellulaire. Après l'échec de la réponse immunitaire, il y a l'activation et la présentation de l'antigène pour les lymphocytes T4, qui sont les lymphocytes auxiliaires, qui jouent un rôle très important dans la réponse immunitaire et qui font l'activation soit des lymphocytes B, soit des lymphocytes T. Donc les lymphocytes B, après leur activation et leur reconnaissance avec l'antigène,
Ils se transforment, ils font la multiplication et la différenciation, se transforment en des plasmocytes. Lorsqu'on parle des plasmocytes, ce sont des cellules productrices d'anticorps. Et on observe qu'il y a la production des anticorps, et bien sûr, lors d'un premier contact, ou bien lorsqu'il y a l'intervention des lymphocytes B, il y en a des lymphocytes B qui restent mémoire. S'il y a l'activation des lymphocytes T, ces derniers se transforment en lymphocytes T8 tueurs qui détruisent, comme on a déjà dit, directement l'antigène par cytotoxicité. Et il y a des lymphocytes T qui restent mémoire. Donc ici, pour qu'il y ait la production des anticorps et l'élimination de l'antigène, il y a l'activation des lymphocytes B et lymphocytes T par les lymphocytes T4 et ces derniers sont activés soit par les macrophages ou bien par les phagocytes. Donc ici, on parle de la coopération cellulaire entre les différentes cellules immunitaires. Comme schéma bilan, ce qu'on a déjà vu, que la réponse immunitaire est utilisée pour éliminer un antigène. Il y a la réaction immunitaire qu'on commence par la réaction qui est non spécifique ou bien la réaction naturelle qui se déroule en ce qu'on appelle la phagocytose. Et la phagocytose, elle détruit l'antigène en 4 étapes. Fixation, ingestion, digestion et rejet de déchets. Lorsque la phagocytose est réussie, c'est-à-dire elle arrive à détruire l'antigène, il y a l'intervention des macrophages pour éliminer les débris et le reste des bactéries. Si la réponse immunitaire naturelle n'arrive pas à détruire l'antigène, il y a l'intervention d'un deuxième type de réponse immunitaire qui est la réponse immunitaire spécifique. Donc dans ce cas, lorsqu'il y a l'échec, les phagocytes ou bien les macrophages, ils activent les lymphocytes T4 et les lymphocytes T4 à leur tour, ils activent soit les lymphocytes B, soit les lymphocytes T. Lorsqu'il y a l'activation des lymphocytes B, comme on a déjà dit, elles se transforment en plasmocytes et produisent des anticorps. Et les anticorps, elles neutralisent l'antigène à travers ce qu'on appelle le complexe humain. Dans l'autre cas, les lymphocytes T, il y a la production se transforment en lymphocytes T8 ou bien T7 tueurs qui détruisent directement l'antigène par ce qu'on appelle la cytotoxicité. Donc ça, ce qui concerne les réponses immunitaires, que ce soit la réponse immunitaire naturelle ou bien la réponse immunitaire qui est spécifique. La dernière partie qui nous reste ici, c'est les aides au système immunitaire. Comment on aide le système immunitaire en cas de besoin. Donc, il y a des méthodes de renforcement du système immunitaire qui sont divisées en deux méthodes. Soit des méthodes qui sont préventives, c'est-à-dire des méthodes de prévention, comme la sepsie, l'antisepsie et la vaccination. Et il y en a des méthodes qui sont de curation, qui sont utilisées pour le soin, comme la sérothérapie, les antibiotiques, les sulfamides. Lorsqu'on parle des antibiotiques, ce sont des médicaments. Les sulfamides aussi, ce sont des médicaments qui sont synthétiques. Ils empêchent la multiplication des micro-organismes. Et ce qui concerne une petite comparaison entre la vaccination et la sérothérapie, lorsqu'on parle de la vaccination, les produits injectés, on injecte des antigènes qui sont perdus les propriétés pathogènes, mais qui déclenchent une réponse immunitaire pour favoriser, pour garder ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Pour la sérothérapie, on fait l'injection des anticorps qui sont prêts, provenant d'une personne qui est déjà vaccinée ou bien d'une personne qui est guérie d'une maladie. Pour la nature des deux, c'est une réponse bien sûr, soit la vaccination ou bien la sérothérapie, il est spécifique, elle se dirige contre un seul type de micro-organisme. Type d'immunisation, la vaccination, elle permet une immunisation qui est active, c'est-à-dire qui déclenche la production des anticorps. Et la sérothérapie, c'est une immunisation qui est passive, ça veut dire on prend des anticorps qui sont déjà prêts. Pour les délais d'efficacité, la vaccination, elle est retardée. Pour la sérothérapie, elle est immédiate. Les durées d'efficacité, la vaccination, elle est durable. Par contre, la sérothérapie, elle est temporaire. Lorsqu'on attrape la maladie, on fait la sérothérapie et après, c'est bon, elle est temporaire. Le but d'utilisation, on a dit pour la vaccination, elle est préventive, c'est pour la prévention contre les maladies. Par contre, sérothérapie, elle est curative, c'est-à-dire pour les soins contre les maladies. Donc ici, on arrive à la fin de ce qu'on a vu. Merci pour votre attention, mes chers élèves.